Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette édition de Scène de presse. Sur le plateau avec moi, Roger Nkododan, président du Parlement panafricain. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir, Lucrèce. À ma gauche, Augustin Guizana, qui est le chef service politique ici même à la rédaction centrale TV de la CRTV. Bonsoir Augustin, bienvenue sur le plateau. Bonsoir Lucrèce, bonsoir honorable. Bonsoir, Luc. Avec vous, messieurs, nous revenons sur les scènes de violence qui ont émaillé la session de juin au Parlement panafricain. C'était en Afrique du Sud, la session de mai, autant pour moi. Session donc qui a débouché, violences qui ont donc débouché sur la suspension de la session et l'élection, la suspension également de l'élection du président du Parlement panafricain. En grand format ce soir, une question, la dette du Cameroun est-elle soutenable? L'interrogation intervient dans un contexte marqué par un accord de service entre le Cameroun et le Fonds monétaire international pour la signature d'un deuxième programme économique et financier et la signature d'une ordonnance relevant le plafond d'endettement du Cameroun. Mais avant, parlons du Parlement panafricain avec Christelle Avom qui nous en fait la présentation. Depuis son siège à Midouane en Afrique du Sud, le Parlement panafricain sert de fora aux citoyens de tous les peuples du continent afin qu'ils soient impliqués dans les débats et prises de décision les concernant. Cette assemblée consultative de l'Union africaine a tenu sa première session inaugurale le 16 septembre 2004 en présence du président sud-africain Thabo Mbeki. La Tanzanienne Gertrude Mongela était alors la présidente du Parlement panafricain. En 2009, le Tchadien Idriss Ndele Moussa occupera ce siège pendant 4 ans. Et puis vient le tour du Nigeria, Bethel Nameka Amadi, qui passera ensuite le relais en 2015 au Camerounais Roger Nkododan. Il remporte l'élection avec 85 voix face aux candidats du Mozambique et de la Tunisie. Le diplomate de 58 ans a été auparavant premier vice-président du Parlement panafricain, représentant la région centrale. L'Algérien Djamel Bourras assure une présidence par intérim depuis 2020 en attendant l'élection des instances dirigeantes du Parlement panafricain. C'est une assemblée composée de 265 députés. Chacun des pays membres de l'Union africaine envoie 5 députés élus ou nommés par les parlements nationaux. Les principaux partis ou mouvements politiques nationaux doivent être représentés dans cette délégation, ainsi qu'au moins une femme. Déjà ralentie par la pandémie à coronavirus, l'activité du Parlement a défrayé la chronique cette semaine. Inlassablement, le sujet de la présidence tournante revient sur la table et envenime les débats. Mais le principe de rotation clamé ne serait rien d'autre qu'un accord de gentlemen. Comme le martèle le président Roger Nkododan, notre mandat, ce n'est pas la rotation, ce n'est pas la présidence, c'est s'attaquer aux problèmes des peuples africains. Merci Christelle pour cette mise en bouche. Monsieur le Président Roger Nkododan, je vous ai présenté comme étant le président du Parlement panafricain, mais une question subsiste dans tous les esprits des Camerounais et même les esprits des Africains de manière générale. Êtes-vous toujours le président du Parlement panafricain? Bonsoir, Lucrèce. Je voudrais tout d'abord remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, qui a fait de moi pendant 15 ans député au Parlement panafricain, où j'ai assumé respectivement les fonctions de premier vice-président, de président et de président. Je suis président jusqu'à l'élection du nouveau président du Parlement panafricain. Comme vous venez de le dire tout à l'heure, il y avait un vice-président qui assurait mon intérim et dont l'Assemblée de son pays a été dissoute. Je suis rentré à Mitterrand. Mon cabinet est resté en place jusqu'à aujourd'hui, donc j'incarne l'autorité morale du Parlement panafricain jusqu'en ce moment. Sauf que vous avez prêté serment comme membre du Parlement panafricain. Non. Le processus est simple. Quand vous partez aux élections, c'est pour ça que j'avais laissé un intérimaire. Vous laissez un intérimaire. Quand vous revenez, vous prêtez serment, vous reprenez vos fonctions. Vous reprenez vos fonctions pour terminer. Mais malheureusement,
à ce jour, on n'a pas pu élire un nouveau Parlement parce que notre mandat est terminé depuis le 9 mai. Mais compte tenu du contexte que vous avez suivi, le Parlement est resté comme ça et c'est Nkodo qui incarne l'autorité morale du Parlement panafricain. Honorable Roger Nkodo-Dang, si vous le voulez bien, avant d'aller dans la profondeur du sujet, j'ai là devant moi un fragment de l'article de Jeune Afrique publié il y a 3 jours. Et l'hémicycle s'est transformé en arène. Un coup de pied s'élève au niveau du visage d'une parlementaire qui tentait de séparer 2 députés. Une élue zimbabwéenne jette une bouteille d'eau sur son confrère. Nous sommes agressés par l'Afrique du Sud, hurle une femme dans son micro. Le chaos. Par chance, le high kick envoyé par le Sénégalais Djibril War, entre autres, c'est un fragment de la scène de violence qui a marqué l'élection la dernière. Je crois que... Est-ce que vous vous retrouvez dans ces scènes? Comment en est-on arrivé là? Des scènes que nous allons revoir sur... Comment en est-on arrivé? Je voudrais tout d'abord dire que la violence que d'aucuns ont décriée ici, Nkodo n'était pas candidat. Nkodo Dang réglait à organiser une élection où j'assumais la police des débats et la sécurité dans la salle. À ce titre, si vous voyez dans les différentes vidéos qui circulent, j'étais là pour ramener de l'ordre. Parce que première chose, les huissiers du Parlement panafricain ont disparu brutalement dans la salle. On ne sait pas ce qui s'est passé. Et comme l'élection m'incombait, j'étais obligé d'aller partout où il y avait des tensions pour essayer d'apaiser les gens. Le coup de pied de Djibril War, c'était juste à côté de moi. Quand ça a commencé à chauffer, j'ai demandé aux protagonistes de mettre le bémol. Au Parlement, on débat, on ne combat pas. Et malheureusement, un coup de pied est parti. Mais ce qui a le plus dommagé notre session, c'est l'élu du Zimbabwe. L'article 57 dit qu'on ne doit pas priver un parlementaire du droit de vote. On ne peut pas empêcher un parlementaire du droit de vote. Lorsque je mets l'urne pour qu'on commence le vote, l'élu du Zimbabwe est venu ramasser l'urne, ce qui était une entrave à l'article 57 de notre règlement. Monsieur le Président, est-ce que vous étiez obligé d'intervenir par vous-même? Est-ce que vous étiez obligé de... On vous voit en train de pratiquement de vous discuter l'urne avec cette dame. Est-ce que vous étiez obligé de vous lever? Parce que j'ai évité qu'il y ait altercation. Quand moi je descends sur l'arène, c'est pour empêcher, parce qu'il y avait déjà, cette session a duré 1 semaine de batailles rangées. Il y avait 2 blocs qui n'arrivaient pas à s'entendre sur l'application de nos textes. Et chaque fois qu'il y avait un côté qui lançait un problème, les autres venaient pour attaquer. Et lorsque l'élu du Zimbabwe, qu'on soupçonnait que je ne voulais pas la discipliner, est venu ramasser l'urne, j'étais obligé d'aller dire, madame, déposez l'urne. Et dès que je lui ai dit, je me suis retiré. Vous avez vu comment tout le monde, les autres sont descendus pour venir discuter l'urne. Donc j'incarnais l'autorité morale de cette élection. Parfois, j'étais obligé de descendre sur l'arène pour que les uns et les autres sachent que je n'ai pas un parti pris. Alors, vous avez parlé des textes. Justement, on va aller en profondeur, comme le disait Augustin tout à l'heure, on va aller un peu en profondeur dans ce texte. L'Afrique australe estime que c'est son tour, on va le dire comme ça. Depuis la création de ce Parlement, elle n'a jamais présidé aux destinées de cette auguste chambre. Elle estimait donc qu'il était temps pour elle aussi d'assumer ses fonctions, que l'élection du président ne soit ouverte qu'au caucus de l'Afrique australe, en se basant sur le protocole de Malabo qui, soit dit en passant, n'est pas encore totalement ratifié, mais également sur un avis juridique. Alors, qu'en est-il exactement? Nous, au Parlement panafricain, nous avons 2 textes. Le protocole de 2001 qui institue le Parlement panafricain. Ce protocole, dans l'article 15, stipule que, en cas de l'élection du président, toutes les régions présentent les candidatures. C'est ce que j'ai fait. J'ai rappelé ça à l'Afrique australe. J'ai battu les candidats de l'Afrique australe 2 fois au poste de président et 2 fois au poste de vice-président. C'est une élection pluraliste qu'on amène. Honorable Jean Nkodo-Dang, vous évoquez l'article 15 du règlement intérieur, du protocole.
Maintenant, l'article que invoquait l'Afrique australe, c'est le protocole de Malabo, c'est l'article 12 qui nous demande de faire la rotation. Or, ce protocole, à ce jour, aucun pays de l'Afrique australe ne l'a ratifié, ne l'a même pas signé ni ratifié. Nous avons besoin de 28 signatures. Et vous en êtes à combien? Nous sommes à 15 signatures. Le Cameroun a bien sûr signé et ratifié. Et nous sommes à 15 signatures et 12 ratifications. Or, le problème de droit qui se pose ici, comment dans un protocole signé par les chefs d'État, on va seulement chercher un article pour appliquer parce qu'on est dans le cadre qui n'est pas encore entré en vigueur jusqu'aujourd'hui parce qu'il nous faut 28 signatures. Or, ce que l'Afrique australe pose comme problème aujourd'hui, le problème du nombre. Nous sommes en démocratie, le nombre joue, mais certainement aussi l'Afrique australe n'a pas pu s'intégrer dans ce Parlement avec les autres régions. J'ai été élu, je vous ai dit 3 fois, il y avait le candidat de l'Afrique australe, le candidat de l'Afrique du Nord, et je représentais l'Afrique centrale. Donc moi je crois que... Est-ce que c'est une raison pour que qu'un représentant de l'Afrique australe ne soit pas élu à ce poste? Mais il peut être élu. C'est une élection. Parce que vous parlez de deux choses. Vous dites que l'Afrique australe ne s'est pas encore intégrée dans ce Parlement. Madame, notre règlement parle de 2 choses. Il parle de rotation et d'élection. C'est l'article 12 du protocole de Malabo. C'est d'ailleurs moi qui avais présenté ce protocole en 2014. Il suffit seulement qu'on ratifie. Si les États ratifient, nous allons l'appliquer. Mais aujourd'hui, comme ce n'est pas ratifié, nous ne pouvons pas l'appliquer. Honorable, dans vos explications, vous avez d'ailleurs évoqué la problématique des chiffres. Vous avez dit qu'il y a à ce jour 15 pays, en tout cas 15 membres qui ont ratifié cela. Qui ont signé, sur les 28, il reste 13. Ouais. Est-ce que vous ne croyez pas à la supériorité numérique? Ça, c'est d'un. Maintenant, l'article 12 du protocole de Malabo en lui-même stipule que le Parlement panafricain est doté d'un bureau qui sera élu sur la base de rotation entre les 5 régions de l'Union africaine. Un bureau qui sera élu, ça veut dire que lorsqu'on aura ratifié Malabo, le bureau sera désormais élu sur la base de la rotation. Donc on ne peut pas, avant de ratifier Malabo, on dit qu'il y a la rotation. Est-ce que vous n'êtes pas en déphasage avec les textes de l'Union africaine? Non, je voulais en venir, madame. Il y a eu l'avis juridique du conseiller juridique. Première des choses, l'avis juridique a été demandé par un député directement au conseiller juridique. Nous sommes dimanche le 30 mai. Et dimanche le 30 mai, cet avis juridique vient. Et même quand l'avis juridique vient, on demande que nous l'appliquons. Les candidatures avaient déjà été enregistrées depuis le 26. 3 candidatures avaient déjà enregistré depuis le 26. Et nous étions à la phase de l'élection. Quand l'avis juridique vient, on dit qu'il faut éliminer les 2 autres candidatures pour ne laisser que les candidatures de l'Afrique australe. Comme vous savez, un match se joue. On ne peut pas arrêter le match, on dit on change les règles de jeu et c'est ce qui a causé le problème. De violence, il y a eu débat houleux. De violence physique, il y a eu des tentatives, des dérapages, comme cette histoire des urnes, qui a été très vite maîtrisée. Parce que le problème que Mme Lucas me pose, si ces urnes disparaissaient, c'était Encodo qui devait répondre, parce que les gens avaient commencé de voter quand la dame est venue ramasser les urnes. Donc j'avais une forte responsabilité dans tout ce qui s'est passé au Parlement, jusqu'à ce que je suis arrivé à une conclusion selon laquelle il fallait suspendre les travaux. Alors maintenant que les travaux sont suspendus, en répondant à Lucrèce, vous vous considériez toujours comme le président du Parlement panafricain? Tant que je n'ai pas rendu le service à qui sera élu, c'est moi, l'autorité morale du Parlement m'incombe. Alors, donc vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que quand on parle du Parlement, même s'il y a élection demain, c'est moi qui serai là pour diriger les élections. Mais lorsque vous avez suspendu la séance, vous déclariez aux médias que l'Afrique du Sud est insécurisée, il ne saurait se tenir une session là-bas. Je ne voulais pas revenir sur les problèmes d'insécurité de l'Afrique du Sud. Vous ne pouvez pas imaginer que j'ai dit, lorsqu'on veut ouvrir l'élection, on vient nous annoncer dans la salle qu'il y a un cas de Covid et qu'on doit quitter la salle. C'était extrêmement grave. Et actuellement, l'Afrique du Sud a entamé la 3e vague du coronavirus. Il y a le couvre-feu. Je ne vois pas avec tout ce qui s'est passé. Tenez-vous tranquille. On a dépêché au Parlement panafricain Julius Malema
vous le savez tous, ce que ce monsieur est capable de faire en matière de désordre. Donc les gens ont trouvé qu'il y avait une sorte de pression psychologique qui s'exerçait aux députés. Est-ce que vous êtes sentis menacés? Les députés se sont sentis menacés? Les députés se sont-ils sentis menacés? Ah, bien sûr. Hein. Moi, je crois que les gens étaient psychologiquement abattus. Roger Nkodo-Dang, on peut vous reprocher le fait que vous faites là des subterfuges pour vous maintenir. Mais justement, c'est ce qu'il fallait éviter. Si la dame n'avait pas ramassé les urnes, on aurait tenu l'élection. Et si je laissais cette urne partir, on allait dire que c'est parce que je veux me maintenir. C'est ça la réalité. Sauf que ça vous profite, honorable. Bon, ça ne me profite de moi. J'ai fait mon temps. Je suis le seul président d'ailleurs qui a fait 2 mandats. La situation et actuelle moi, vous profite, je suis en train de vouloir partir de ce Parlement la tête haute. Je l'ai servi à un très grand niveau. J'ai amené le Parlement au niveau de l'Europe, du monde entier. Ce Parlement n'était pas visible avant. On en parle aujourd'hui parce que j'ai été là et qu'on a réalisé un certain nombre de choses. Cette situation ne me profite pas parce que normalement, on serait parti aux élections, on allait élire un président si cette situation, vous avez parlé de l'avis juridique. Comment on peut nous demander d'appliquer un avis juridique qui vient de la commission et que le président de la commission n'a pas été saisi de cet avis juridique? On ne pouvait pas appliquer cet avis juridique. Donc moi, je suis pour qu'il y ait une élection au plus vite pour que je passe le témoin. Alors, vous avez parlé de tout ce que vous avez pu faire à la tête de ce Parlement depuis que vous en êtes membre, ça fait déjà 15 ans. Alors, un Parlement qui ne légifère pas, finalement, on a envie de se demander avis consultatif. À quoi il sert. Ah bon, c'est pour ça qu'il y a le protocole de Malabo. Lorsqu'on a mis le Parlement en place, on avait dit que ce Parlement allait rester 5 ans un organe, le consultatif facultatif. En 2014, j'ai présenté le protocole amendé de Malabo qui demandait à ce que nous légiférons. Mais aujourd'hui, la législation n'intéresse personne. Ce qui intéresse les gens, c'est la rotation, c'est la présidence. Il faut aussi intégrer que nous devons légiférer. Et c'est bien marqué dans le protocole de Malabo qu'une fois que ce protocole sera ratifié, le Parlement panafricain deviendra un Parlement doté de plein pouvoir législatif. Honorable Roger Nkodo-Dang, restons dans une sorte de bilan pour indiquer quand même que les objectifs du Parlement panafricain contenus dans les textes indiquent entre autres que ce Parlement au sein de l'Union africaine vise à contribuer à un avenir plus prospère pour les peuples africains en favorisant l'autosuffisance collective et le redressement économique. Sur ce point, où en êtes-vous au moment où vous partez? Au moment où je quitte le Parlement panafricain, nous avons connu des avancées en matière de l'intégration, en matière de libre circulation des personnes et des biens. Mais ce problème ne pouvait pas être résolu. Il s'agit là d'un problème hautement politique. Les États essayent, chaque fois que nous avançons, d'évoquer la souveraineté des États. Le problème de l'intégration du continent africain. Voilà, nous sommes 275 députés. On n'arrive pas à s'intégrer parce qu'on a des clivages linguistiques. Nous travaillons sur 7 langues. Et puis, ça bloque le fonctionnement du Parlement chaque fois qu'il y a un problème. Combien de fois le problème d'ouverture, les barrières douanières? Il me souvient en 2017, 2016 ou 2017, nous avons tenu une conférence ici, la conférence de Yaoundé, qui a abouti à l'ouverture des frontières au niveau de la CEMAC. Parce qu'on considérait que la CEMAC traînait les pieds en matière d'intégration sous-régionale. Nous avons également réalisé en matière économique, nous avons réussi. Ce qui a été 20 ans plus tard, nous avons réussi en 2017 à lever les sanctions économiques qui pesaient sur le Soudan. Nous avons réalisé un certain nombre durant ma mandature, mais nous ne pouvons pas tout faire parce que nous sommes un organe de l'Union africaine. Nous n'avons qu'une force de proposition à la conférence des chefs d'État. Donc par conséquent, personne ne peut dire aujourd'hui qu'on n'a rien fait. Le Parlement est visible, vous-même vous pouvez en témoigner, au moins à ce point, et également lors du dernier sommet en 2017, Union africaine, Union européenne, la voix de l'Afrique s'est fait sentir grâce au Parlement panafricain, dont j'étais le porte-parole. Alors pour finir, Monsieur le Président du Parlement panafricain, puisque vous dites que vous l'êtes Je ne dis pas que je suis. J'ai été élu. Si on devait retenir... Si aujourd'hui, je dis que je ne suis pas, comment on va faire la passation de... Avec qui on va faire la passation de service? Le mandat de l'intérim est terminé. Le mandat de l'intérim est terminé. L'intérimaire n'a plus de mandat. Donc, mon cabinet, mon directeur de cabinet en poste,
il assure, il gère le cabinet jusqu'à ce que nous puissions... Parce qu'il y a le matériel, il y a des trucs qu'on doit transmettre au nouveau président. Alors, et le nouveau président doit nommer son directeur de cabinet. Alors la question que moi je voulais vous poser, c'était celle de savoir si on doit retenir quelque chose de votre passage à la tête du Parlement panafricain. Ce serait quoi? Une seule chose, Monsieur le Président. Ce qu'on doit retenir de mon passage au Parlement panafricain... Certainement pas ces scènes de violence. Non, il n'y a pas eu de violence. Je continue à... Pour nous, les francophones, on peut penser qu'il y a la violence. Je ne voudrais pas vous faire l'historique de ce qui se passe en Afrique australe lorsqu'il y a les députés se rencontrent. Ce Julius Malema, on l'a toujours sorti par la force de l'hémicycle. Mais nous, malheureusement... on ne nous a pas donné la sécurité pour sécuriser les élections. Alors, qu'est-ce qu'on devrait retenir de votre passage, une seule personne peut sécuriser un vote. Ce n'était pas possible. Ce qu'on peut retenir de moi, c'est quelqu'un qui a amené la visibilité au Parlement panafricain. Et j'en suis fier. Et nous avons remporté beaucoup de victoires. Je me souviens, lorsque le Parlement européen attaque certains pays africains, c'est moi qui vais contrecarrer le Parlement européen parce que nous avions un protocole d'accord qui stipule que nous réglons des problèmes de région à région et non des problèmes de pays parlement. Même si vous n'avez pas déclaré votre intention, on vous voit à la porte des sorties, mais peut-être pas complètement. Vous voulez repartir à la tête du Parlement, même si... Non, moi je ne peux plus repartir. Nous gérons, le Parlement est géré par les textes. C'est un mandat non renouvelable. Je suis le président qui a fait le plus de temps au Parlement. Je ne peux plus être candidat et que les gens cessent de penser qu'il y a eu la violence physique. C'était un débat parlementaire qui s'est soldé parfois par les échauffourées, qu'on a maîtrisé d'ailleurs, puisque personne n'est parti avec un bras cassé ou quelque chose. Je crois que ce que je vais terminer, madame, je voulais terminer par là, pour dire j'ai été félicité par vos confrères de travers le monde. Vous venez de prendre les extraits de Jeune Afrique. Mais malheureusement, ici, on a vu que la scène de l'urne qui anime la galerie, alors qu'en réalité, on doit assurer la sécurité de l'urne qui allait être dérobée. Je vous remercie. Merci, c'est bien noté. Nous allons parler d'autre chose à présent. La dette camerounaise a-t-elle déjà atteint la ligne rouge au regard du contexte actuel? Question posée aux journalistes par Michel Renaud Oanja. C'est dans la rubrique édito. Merci. Quand on observe le niveau d'endettement, je crois qu'on a raison d'être inquiet. D'être inquiet parce que d'abord les conditions d'endettement et puis maintenant ce qui est fait avec les fonds issus de cet endettement-là. La construction d'un certain nombre d'infrastructures, on observe comment est-ce que cette construction-là évolue. Et on peut donc s'interroger s'il était vraiment opportun qu'on puisse s'endetter pour pouvoir construire de telles infrastructures. Il y a lieu de prendre des dispositions en termes de gestion de la dette parce qu'il ne faut pas que les remboursements s'accumulent à une période très brève. Il faut pouvoir les étaler dans le temps et diminuer leur quantité. C'est ce que le Cameroun essaye de faire en repartant sur le marché des titres public international pour refinancer son eurobond. S'il ne fait pas le refinancement, son service de la dette extérieure va pratiquement doubler à partir de 2023 et c'est quand même problématique. Quand on regarde aussi ses ressources, pétrole, bois, ainsi de suite, et que depuis à peu près 2014, le prix de ces matières premières-là ne se porte pas très bien. Il faudrait que le Cameroun rembourse d'abord, paye d'abord la dette intérieure qui est de 2767 milliards. C'est lourd. Parce que lorsque l'économie tourne, on peut trouver des ressources pour rembourser la dette. Or, en ce moment, l'économie est complètement plongée. Le Cameroun s'est endetté encore pour des problèmes sociaux, Covid-19. Et ce ne sont pas des endettements rentables. Ça ne peut pas rembourser ça dans l'immédiat et puis ça ne peut pas non plus produire des effets qui peuvent être de nature à créer des recettes pour le Cameroun. Voilà donc le véritable problème. Et dire que le Cameroun est surendetté, je ne pense pas parce qu'officiellement les économistes disent qu'un pays qui produit peut s'endetter jusqu'à 70% de son produit intérieur brut.
Et maintenant, place au grand format de cette édition de Scène de presse. Sur le plateau, avec moi, Richard Evina-Obam, qui est le directeur général de la Caisse autonome d'amortissement. Bonsoir, bienvenue, monsieur le directeur général. Bonsoir, madame. À ma gauche, Bernard Wandje, qui est économiste international. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Tout à côté de vous, Babi Sakana, qui est expert financier, ingénieur financier. Merci de nous faire l'honneur d'être sur ce plateau. Bonsoir. Merci, bonsoir, madame. Alors, monsieur le directeur général de la Caisse autonome d'amortissement, la question de savoir si la dette du Cameroun, qui se situe aujourd'hui à 10 650 milliards de francs CFA, est soutenable, vous répondez par l'affirmative. Pourquoi? Oui, par l'affirmative, effectivement, simplement parce que le Cameroun présente un énorme potentiel au plan économique et les perspectives sont stables suivant les agences de notation internationales. Maintenant, soutenable parce que le Cameroun honore l'ensemble de ses engagements financiers. Le Cameroun n'a pas encore fait l'objet de défaut. Il n'y a jamais eu de déclaration de défaut. Et ces perspectives économiques telles que posées par sa stratégie de développement ne peuvent que augurer de bonnes perspectives. Et ceci nous amène à comprendre que notre pays se situe sur la bonne pente. Soutenabilité aussi, parce que en raison d'un ensemble de critères internationaux, notamment les critères de convergence économique, notre dette se situe encore à un niveau acceptable compte tenu de la barre communautaire de 70% qui n'est pas encore atteinte. Nous sommes à 44% pour le moment. Et j'insiste sur le fait que nous avons encore des marges, contrairement à un certain courant qui remet ce critère en cause. Alors, Bernard Wandje, vous êtes également d'avis que la dette du Cameroun est soutenable, mais pour vous, il y a un hic au niveau du service de la dette par rapport aux recettes propres du Cameroun, mais également par rapport à nos exportations, aux recettes issues des exportations. Je constate que vous avez souvent lu ce que j'écris dans les journaux. C'est notre travail. Oui, puisque je défends la thèse que la dette doit être comparée avec les mêmes normes. On ne peut pas comparer un stock avec un flux. Le chiffre de 44% que vous avez évoqué avec monsieur le directeur général, c'est le ratio du stock de la dette divisé par le PIB. Le PIB, c'est un flux annuel, alors que le stock de la dette, c'est un stock. On ne peut pas comparer un stock avec un flux. Donc, c'est un ratio qui est fallacieux. Je suis désolé, il est utilisé partout, dans les journaux, jusqu'au FMI, etc. Mais c'est un ratio fallacieux. On ne peut pas comparer un stock, mettre en ratio un stock avec un flux. Je ne sais pas si, n'est-ce pas, les ingénieurs, vous êtes d'accord avec moi. C'est une question de chiffres et de statistiques. Si on veut comparer, il faut mesurer un flux par rapport à un autre flux. Par exemple, quel est le montant que nous avons alloué pour rembourser la dette? C'est un flux. Par rapport au montant de nos recettes, c'est aussi un flux. Là, la comparaison tient. Alors, j'ai vu Babi Sakana dire non de la dette. Ce n'est pas un rapport fallacieux selon vous? Non, c'est pas... Disons que ce qu'il dit n'est pas exact parce que, en fait, la richesse, le volume de richesse créée dans un pays pendant une année, c'est un stock. Bien qu'il soit, ça donne une catégorie de flux, mais c'est un stock. Il faut savoir. La question qui est précise, c'est que c'est ce volume de richesse qui permet de voir quelle est l'influence que la dette peut avoir, vous voyez, par rapport à la richesse nationale. Donc c'est normal qu'on puisse comparer le volume d'argent qu'on a emprunté pour faire accélérer cette création de richesse, qu'on puisse le comparer. Mais ce n'est pas le seul indicateur. Je crois que ce n'est pas... Si on veut regarder d'autres indicateurs, c'est de dire le rythme de croissance, vous voyez, du stock
Ce n'est pas le stock lui-même. Le rythme de croissance du stock qu'on peut donc comparer à la croissance économique. Là, vous voyez, ce sont des ratios comparables. Donc, normalement, l'indicateur qu'on a trouvé là, il est un standard qui est effectivement, qui a fait ses preuves. Hein. On n'utilise pas les standards pour jouer. Et ce que je dirais pour moi, c'est que c'est donc cette question de rythme, vous voyez, et d'impact. On va revenir sur les questions d'impact tout à l'heure. Je voudrais que le directeur général de la Caisse autonome d'amoncellement réagisse sur la question relative au service de la dette, celle que j'ai posée à M. Bernard Ouandjé tout à l'heure. On a le sentiment, pour une certaine opinion, a le sentiment que le Cameroun utilise une bonne partie de ses recettes propres pour rembourser sa dette. Certains avancent même le chiffre de 30% de ses recettes. Oui, vous évoquez là une question assez sérieuse, mais qui nous ramène aux critères d'appréciation et d'évaluation de la viabilité de la dette. Je voudrais une fois de plus m'inscrire en faux contre M. Ouandjé, dans la mesure où universellement et de façon standardisée, l'appréciation de la soutenabilité de la dette passe nécessairement par ce taux. Je l'ai dit quelque part, il faut commencer par là, en dehors des autres critères d'appréciation et d'évaluation, parce que lorsque vous allez chez un médecin, la première des choses à regarder, c'est votre température, c'est votre poids. C'est un critère chez tous les médecins, quelle que soit la maladie, quelle que soit la pathologie. On commence par là, même s'il s'agit d'un stock et d'un flux. Alors, le stock en question, la dette, c'est son impact sur la richesse nationale qu'on examine. C'est aussi notre capacité à prélever sur la richesse nationale qui nous permet de rembourser. Ce qui veut dire que ce critère est pertinent. Mais à côté de ce critère, on va plus loin. Quand on analyse la dette, on l'analyse avec des instruments consacrés, universellement acceptés et conçus et élaborés par la communauté financière internationale. Il y a un ensemble de ratios qu'il faut pouvoir suivre, parmi lesquels le ratio du service de la dette sur les recettes internes, le ratio du service de la dette sur les exportations. Et justement, sur ces exportations-là, on a le sentiment également que la dette augmente, mais nos exportations, elles, diminuent. C'est une réalité. Le Cameroun est un pays qui s'est tiré des leçons de ses parcours. À un certain moment, il faut le dire, les ratios tels qu'examinés dans le cadre de cet outil qui est le cadre de viabilité de la dette, on a réalisé que le Cameroun est en dépassement par rapport à ces deux critères-là. Et depuis que nous y sommes, le Cameroun a entrepris un certain nombre de mesures pour développer, doper ses exportations. On parle aujourd'hui de l'import-substitution, on parle de la diversification même des exportations pour... Ça reste un défi. Ça reste un défi, mais des mesures sont en train d'être prises par le gouvernement, allant dans le sens du développement, du renflouement de nos réserves de change à travers une bonne politique d'exportation. Alors, vous avez dit que la dette du Cameroun est soutenable, mais au regard de certains indicateurs, on se rend bien compte aujourd'hui qu'il y a des menaces lourdes de surendettement. Je voudrais vous entendre sur cette question, Bernard Ouandjé. Je ne sais pas, monsieur le directeur général, il y a des indicateurs internationaux qui sont reconnus. L'autre indicateur, par exemple, mesure la dette, le déficit budgétaire par rapport au PIB. Et là, n'est-ce pas, nous avons, n'est-ce pas, deux proportions qui sont de même nature. Et le déficit budgétaire du Cameroun, d'où sort-il? Eh bien, il sort, n'est-ce pas, du fait que nous avons une lourde dette extérieure à rembourser. Voilà, c'est ça qui nous cause le déficit budgétaire. Et le dette extérieure, monsieur le directeur général, on peut avoir les chiffres, 6 000 6 800. La dette intérieure? Oui, 6 800 milliards. C'est la dette intérieure, ce chiffre à 2 800 milliards. Et celle des entreprises, environ 800 milliards? Environ entre 800 et 900 milliards.
Allez-y, monsieur. Je suis très heureux d'apprendre des chiffres exacts. Aujourd'hui, ça nous permet, n'est-ce pas, de mesurer quel est véritablement le danger qui nous guette. Parce que quand on entend la dette des entreprises qui fait 800 milliards, d'ailleurs ce chiffre est corroboré par des rapports que les FMI viennent de mettre sur les entreprises publiques du Cameroun cette semaine même, la semaine dernière, 834 milliards, la dette des entreprises publiques du Cameroun. C'est un chiffre qui est effrayant. Parce que les entreprises publiques sont des entreprises industrielles et commerciales qui sont supposées faire des bénéfices et verser des dividendes à l'État, en plus de leur mission, n'est-ce pas, de service public. Mais quand elles se retrouvent endettées à hauteur de 834 milliards, ce qui met en péril la totalité des banques, l'ensemble du système bancaire est menacé par le déficit des entreprises publiques. Et je suis désolé, ça fait maintenant 3-4 ans que consécutivement, les FMI attirent l'attention du gouvernement sur la dette des entreprises publiques sans que des mesures correctives, n'est-ce pas, soient apportées. Et le chiffre est là, 834 milliards. Et il n'y a même aucune solution actuellement proposée par le gouvernement. Du moins, je n'ai pas vu. Peut-être que tout à l'heure, monsieur le directeur général va nous dire, n'est-ce pas, ce que la Caisse autonome d'amortissement et ses amis au ministère des Finances comptent faire pour apurer la dette des entreprises publiques et notamment rembourser les dettes croisées. Alors justement, je voudrais vous faire partager avec vous cet avis du représentant local du FMI, Fabien Senguinoua, qui s'est exprimé dans les colonnes de Jeune Afrique. C'était l'année dernière, c'était en juillet 2020. Il disait « Le plus inquiétant n'est pas le volume global de la dette, mais la capacité du pays à rembourser le service de la dette. Le Cameroun connaît de ce point de vue un risque élevé. » Babi Sakana. En fait, je pense qu'il faut regarder les paramètres pour moi qui sont les plus importants. Vous savez, le Cameroun a traité sa dette en 2006 et il est revenu à un niveau d'endettement le plus bas, à peu près 9,5% en 2008. Donc c'est l'année de base. Et si vous comparez donc cette année à aujourd'hui, vous voyez qu'on est passé de 9,5% à 44%. Ce qui veut dire que la dette a été multipliée par 4. Vous voyez, en termes de rythme. Par contre, la croissance, c'est-à-dire le rythme de création de richesses, lui, il est resté quasi stable, c'est-à-dire 3%. Vous voyez, en 2008, on est en moyenne, c'est-à-dire sur 12 ans, autour de 3,7%. Ce qui veut dire que, vous voyez, le rythme de la dette est beaucoup plus rapide d'accumulation que la croissance. Et c'est là qu'il y a un problème, vous voyez, en termes d'impact de ce que la dette crée comme valeur. Ces éléments c'est-à-dire ratio budgétaire, tout ça, pour moi, c'est un peu secondaire. Ce n'est pas le fondamental. Ce qui est fondamental, c'est qu'on s'endette, vous voyez, pour transformer, en termes d'impact, créer la valeur additionnelle du fait de l'effet des leviers de la dette. C'est-à-dire la dette, c'est un instrument financier fort. C'est pour ça que, même pour le secteur privé, lorsqu'il n'a pas accès à la dette, c'est-à-dire au crédit, il y a beaucoup de problèmes pour accélérer la croissance. Vous voyez, et donc pour l'État, il peut accélérer la croissance de sa dette, c'est-à-dire l'accès à la dette, mais il faut que l'impact de cette dette soit créateur de valeur. C'est là que se situe le problème. Donc vous n'avez pas un problème avec la rapidité, avec le rythme de l'endettement. Ce n'est pas important. Au contraire, il faut s'endetter vite. Pour vite résoudre les problèmes qui se posent. Voilà. Et donc, si, vous voyez, on accélère l'endettement, du fait qu'on a la marge, parce que ce qu'il disait, effectivement, on a une marge. Par rapport à un critère de 70%, on a une marge. Le problème, c'est, si on accélère pour s'endetter, il faut donc accélérer pour que l'impact, vous voyez, sur le bien-être, sur la création de richesses soit aussi rapide. Pour que la situation des Camerounais, vous voyez, des entreprises s'améliore dans l'ensemble. Et c'est là que se situe, vous voyez, pour moi, le plus grand défi, c'est-à-dire en matière de gestion de la dette, à la fois publique et privée, parce qu'il faut faire attention.
la dynamique, ce n'est pas seulement de regarder la dette publique au sens de dette de l'État et entreprise publique. Il faut élargir le spectre. Parce que la dynamique économique nationale, vous voyez, est intégrée. Elle n'est pas spécifique à l'État. D'où l'intérêt de faire très attention, à mon avis, dès lors qu'on veut approcher, vous voyez, l'appréciation de la qualité de l'endettement public. Justement, je voudrais que nous parlions justement de la qualité de notre endettement. Monsieur le directeur général, il y a des problèmes de maturité des projets qui se posent. Il y a des problèmes liés même à la nature des projets qui se posent. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Partout, tout le temps, on entend parler des projets qui ne sont pas matures. On entend parler de l'argent qu'on emprunte sans qu'on ne parvienne à réaliser des projets à même d'impacter de manière concrète, de manière significative la croissance du Cameroun. Oui, qu'il vous plaise que je puisse d'abord parler du rythme de l'endettement. Oui. Il faut interroger l'histoire de l'endettement du Cameroun en se fondant sur le passé. Le passé, post-PPTE 2006, nous avons des allègements substantiels de la dette. Maintenant, il faut repartir d'abord en apurant la dette intérieure, puisque la dette extérieure a fait l'objet de gros allègements. Mais maintenant, il faut mettre en place un plan de développement. C'est ce plan de développement qui a été mis en place sur la base de la vision 2035 et le DSCE a remplacé les DSRP de l'époque. Interroger le coût, le taux d'investissement de cette époque. C'était un taux d'investissement insignifiant. Interroger le taux de pression fiscale, insignifiant. Comment financer notre économie, comment financer un plan de développement ambitieux. Il fallait aller chercher de l'argent là où il est. Et la voie royale était celle de l'endettement. D'où cette course vers les partenaires internationaux, multilatéraux, bilatéraux, et même les partenaires commerciaux à travers des grandes banques, à travers aussi des pays émergents comme la Chine. Voilà la raison pour laquelle le Cameroun a eu un rythme d'endettement qui correspondait à sa vision ambitieuse de son développement. Maintenant, lorsque vous parlez de la qualité des projets, il faut, contrairement encore à un courant pernicieux qui n'analyse pas la dette avec les instruments consacrés, il faut dire ici que les projets sont analysés selon un processus bien précis. Le Cameroun ne s'endette pas à tout vent. Le Cameroun est un pays organisé. Il y a une vision, c'est-à-dire un outil de prospective qui est matérialisé par des outils de planification. Et dans ces outils de planification, on retrouve des éléments liés à la qualité de l'endettement. Dans les outils de programmation tels que les cadres de dépenses à moyen terme, nous avons des chapitres qui nous parlent de notre endettement. En plus de ça, cet endettement fait l'objet d'une validation à la fois politique et technique. Là, il s'agit des procédures, tout simplement. C'est des procédures qui sécurisent la qualité de l'endettement. Tout à fait, mais la question derrière, c'est l'impact. J'y arrive. Oui. Lorsque le Cameroun veut s'endetter, il y a des filtres. Et le premier filtre, on ne peut engager aucun financement sans passer par le Comité national de la dette publique, qui est un organe collégial, présidé par le ministre des Finances, avec pour vice-président le MINEPAT. Il est aussi composé de l'ensemble des ministères sectoriels portés des projets. C'est une validation collégiale qui est faite et parlons de maturation de projet, depuis le 21 juin 2018, un décret du Premier ministre vous présente le processus de validation et de maturation des projets d'investissement public. C'est une démarche cohérente et rigoureuse qui permet de sécuriser la qualité du financement sollicité. Alors, si ce cadre-là est si
efficace que cela? Je vois bien que vous ne voulez pas avouer qu'il y a des projets qui ne sont pas arrivés à maturité, mais pour lesquels il y a eu, pour lesquels les financements ont été débloqués. Si tout cela est si parfait, pourquoi jusque-là on ne ressent pas l'impact de manière concrète de cet endettement? Bernard Wanji. Je suis désolé de vous dire que notre pays a été cité en exemple. Il y a 2 ans, lors du sommet Chine-Afrique, pour passer en revue la coopération chinoise avec l'Afrique, notre pays a été cité en exemple comme, n'est-ce pas, un territoire où les projets sont mal exécutés. L'enveloppe financière est multipliée par 2 ou par 3, les dépassements de coûts, les délais sont allongés. Alors, parmi d'autres pays, mais on a été indexé. Et c'était devant plusieurs chefs d'État africains. Et le président chinois, Xi Jinping, à la clôture du sommet, il a été obligé de dire que nous voulons continuer notre coopération avec l'Afrique, mais à l'avenir, nous financerons les projets dont la rentabilité est prouvée. Et nous veillerons à ce qu'il y ait une meilleure gouvernance dans la mise en œuvre des projets. Alors, étant donné que c'est l'état des lieux ici au Cameroun, mais il faut qu'on ait le courage, n'est-ce pas, de dire qu'on s'est endetté de façon effrénée auparavant, sans bien étudier des projets, sans même peut-être avoir la capacité d'absorption en termes de ressources humaines. Vous voyez, tous ces gens qui étaient... quelques exemples? Oui, tous ces gens qui étaient dans les comités de pilotage ou du port ou des routes, qui n'ont jamais construit une maison, n'est-ce pas, dans leur jardin ou dans leur village, n'ont pas la capacité, même les ressources humaines, pour piloter des projets de cette envergure. C'est pour cette raison qu'on a inventé un mot lédifiant qui s'appelle maturation, que les projets manquent de maturation. C'est un mot lédifiant, n'est-ce pas, qui traduit le manque de capacité d'absorption. Parce que tous les partenaires veulent investir au Cameroun, mais ils se sont rendus compte que vous mettez l'argent à leur disposition, ça dort. Je pense que ce n'est pas le directeur général de la Caisse autonome qui va me contredire. Il sait parfaitement le volume des fonds que les partenaires ont mis à notre disposition et qui dorment dans les caisses de la Caisse autonome parce qu'on n'arrive pas à exécuter les projets. Babi Sakana, je voudrais vous écouter sur cette question d'absorption de l'argent emprunté. Disons que c'est un problème qui est lourd pour l'État du Cameroun. Nous avons beaucoup d'insuffisance de ce point de vue. C'est-à-dire que la capacité d'absorption de la dette ou des financements, c'est une capacité qui est adossée sur les bonnes méthodes de préparation et d'exécution des projets. Parce que les paramètres qui sont les coûts, les délais, la qualité de ce qu'on délivre, qui ne s'apprécient que quand le retour, c'est-à-dire la mise en service a démarré, ou l'exploitation, c'est une capacité qui est fragile. À l'heure actuelle, donc c'est un problème structurel qui doit être résolu. Et la question, vous voyez, qui est au centre de cette affaire, c'est de dire que nous avons accumulé des projets qui ont donné des résultats médiocres. Et parce que, vous savez, si vous regardez les autoroutes, l'autoroute Simalène-Yaoundé, l'autoroute de Douala, Yaoundé, les projets comme le complexe de Bolova, où on devrait avoir maintenant les tracteurs, vous voyez, qui sont en série, le barrage de Mekim, l'usine de manioc de Sambelima. Il y a des projets, vous voyez, qui démontrent que l'État n'a pas eu la bonne méthode, vous voyez, pour produire la valeur qu'on cherche. Et tous ces projets dont je vous cite, c'est quasi des éléphants blancs. Vous savez, l'éléphant blanc, c'est un projet où on réalise parfois avec des délais très longs, avec des coûts très élevés et avec une qualité incertaine. Donc, ce qui fait que dès qu'on met en service et on exploite, parfois les coûts explosent encore. Quand ça peut fonctionner. Donc, vous voyez, et ça, c'est un problème réel. C'est un problème que le gouvernement doit résoudre. Et dans le cadre de la nouvelle stratégie, c'est-à-dire du Cameroun 2020-2030, je pense que
la question de la maîtrise de la capacité d'absorption du Cameroun doit être traitée de façon rigoureuse. Et que le décret dont le DG a signalé, c'est un décret qui est important parce que le Cameroun fait partie des tout premiers pays qui arrivent à réglementer le processus de préparation des projets. Mais seulement, ce décret a des insuffisances du point de vue des normes en management de projet. Et donc ça, ce sont des problèmes qui doivent être résolus. Vous voyez, pour traiter en profondeur la question de l'endettement, c'est-à-dire pour que le cycle, que moi je considère être un peu dégradé, vous voyez, de l'impact que la dette a sur à la fois le rythme de croissance et le rythme d'accumulation de la richesse, à la fois de l'État et des opérateurs privés, parce que l'État, en fait, ne réalise pas les opérations. Donc, il fait appel à des privés pour exécuter ces opérations. Et là aussi, vous voyez, il y a beaucoup de problèmes avec ce que je pourrais appeler, c'est-à-dire des liens parfois incestueux, dans la sélection des opérateurs. Vous savez, ça, c'est des points qui sont critiques. Ce ne sont pas des choses où on peut jongler. Et c'est nécessaire que l'État, dont le gouvernement, vraiment prenne ça à bras le corps pour que la capacité de mise en œuvre et l'ingénierie financière de l'État. Parce qu'aujourd'hui, parlant de la CAA, vous savez, nous, on observe de l'extérieur les capacités, c'est-à-dire en termes d'expertise. Vous voyez, là, contrairement à ce que M. Wandi dit, au niveau de la technique de gestion de la dette, actuellement, la CAA est un peu cotée. C'est-à-dire quand on compare avec les autres agences, ça c'est en termes techniques purs. Maintenant, la CAA n'est qu'un instrument, vous voyez, positionné dans un système. Et je peux vous dire que très récemment, avec... j'ai noté, et vous savez, comme on fait l'objet de notation, il y a des agences qui notent le Cameroun, sa signature. Et on a observé que la CAA est classée parmi les derniers établissements, c'est-à-dire établissements en termes de structure de l'État qui exécutent, vous voyez, des opérations importantes. On a noté qu'il y a une dégradation, vous voyez, de la CAA en termes de classement. Il y a un décret qui a classé les établissements. Et ça donne un message négatif, vous voyez, sur les marchés. Parce que l'agence qui pilote la dette et qui est classée comme, je ne sais pas, les dernières agences, ça paraît un peu... Oui, vous savez qu'en parlant de la dette, quelqu'un qui gère ta dette, il doit être d'abord, en termes de positionnement, vous voyez, à un niveau très élevé. C'est entendu. Et donc, ce sont les paramètres qui dénotent de l'exigence qu'il y a, vous voyez, à refonder un peu la manière dont les choses se passent en matière d'endettement et surtout d'utilisation. C'est entendu, Babi Sakana. Revenons à la question de l'absorption de l'argent emprunté, de l'absorption de la dette. Monsieur le directeur général. Oui. Cet argent qui dort parfois dans les banques. Il ne serait pas intéressant d'utiliser le terme péjoratif de l'argent qui dort. Non. Vous faites allusion à ce qu'on appelle techniquement des soldes engagés non décaissés. En fait, il s'agit des lignes de crédit non utilisées et qui sont en voie d'utilisation suivant un calendrier d'exécution d'un projet. Alors, il faut bien faire la nuance entre, on appelle ça les cents, entre les cents normaux, c'est-à-dire que lorsque vous exécutez un projet, il y a un calendrier de décaissement que vous observez. Mais il peut aussi arriver que pour des liaisons de lenteur ou un certain nombre de conditions qui ne sont pas réunies, qu'on ne puisse pas décaisser de l'argent, et ce n'est pas une bonne chose. Je ne voudrais pas faire ici le procès des gestionnaires de projets. Je voudrais reconnaître que dans notre stratégie de développement, il y a des projets qui ont connu des lenteurs, il y en a qui ont été des projets foireux, mais ce n'est pas une raison pour dire que le Cameroun a une mauvaise capacité
d'absorption. Les projets qui ont été arrêtés dans la stratégie de développement sont des projets sur le long terme. À mi-chemin, il ne serait pas prudent de commencer à faire le procès de ces projets. M. Babitsakana a parlé du manioc de San Melima, il a parlé des tracteurs des Bolova, il a parlé du projet Mekin. Ok, s'il y a eu des ratés de ce côté, je voudrais qu'on jette aussi un coup d'œil sur ce qui peut apparaître comme des projets emblématiques de réussite. Et là, je voudrais vraiment être terre à terre. J'habite Yaoundé. Quand vous regardez le projet financé par la Banque mondiale sur le drainage fluvial entre la pôle centrale et Sam, regardez ce que l'Umfundi est devenu. Il n'y a plus les inondations d'antan. Lorsque vous arrivez à Douala pour aller à l'ouest ou dans le sud-ouest, il fallait passer 4 heures de temps sur le pont du Vouri. Aujourd'hui, par l'endettement, nous avons un pont du Vouri, un second pont, qui permet de desservir cette région et faciliter la vie aux populations de Douala. Lorsque vous êtes à Yaoundé, vous connaissez la sous-préfecture. La sous-préfecture était un endroit encombré, en Loncac. Mais aujourd'hui, il y a un échangeur, on passe par le bas, on passe par le haut, il y a un rond-point. Ça, c'est la coopération avec la France à travers l'AFD. Quand vous allez à Kribi, aujourd'hui, la ville se transforme de manière spectaculaire grâce au port, à nos profonds de Kribi et à ses externalités. On parlait du port de Kribi, justement. Oui. Mais entre le temps... entre la période où ce pont-là devait entrer dans sa phase exécutoire, il s'est quand même écoulé, il me semble, 4 ou 5 ans, et le Cameroun avait déjà commencé à rembourser l'argent qu'il a emprunté. C'est autant de questions que nous nous posons. Une nuance. Écoutez, le port de Kribi s'est fait en 2 phases. Il y a une première phase qui est aujourd'hui opérationnelle et une seconde phase qui est en train de se faire. Nous ne sommes pas encore arrivés à la fin des travaux concernant ce projet. Mais même si nous ne sommes pas encore arrivés à la fin du projet, nous avons déjà des résultats palpables. Mais tous les résultats que vous avez cités, c'est bien noté pour ce qui concerne Kribi, mais tous les projets que vous avez cités, est-ce qu'on note un impact pertinent dans le taux de croissance du Cameroun? Est-ce qu'on note un impact? Là aussi, il faudrait être prudent. Il faudrait être prudent, simplement parce que... on a parlé de projets structurants, c'est des projets qui sont à même de pousser la croissance, mais est-ce qu'on... C'est la vocation de ces projets. Est-ce qu'on sent dans cette augmentation du taux de croissance? C'est des projets qui s'inscrivent sur le long terme. Maintenant, on ne peut pas se limiter au taux de croissance. Je parlais tout à l'heure que le taux de croissance, c'est quelque chose de quantitatif. Mais au moins, sur le plan qualitatif, on observe un certain nombre de choses. Prenons le cas, on a souvent fait le débat sur les stades de football et autres. Aujourd'hui, nous avons des stades qui participent au rayonnement, au tourisme du Cameroun, au bien-être des Camerounais et autres. Il n'y a pas qu'une rentabilité financière qu'il faut regarder. C'est vrai que ces stades ont vocation à apporter de la rentabilité financière. Il y a aussi cette rentabilité purement qualitative, socio-économique, et qui contribue à améliorer certains indices qui nous font rayonner à l'international, tels que l'indice du développement humain que partage avec nous la Banque mondiale. Monsieur Bernard Wanji, sur l'impact? Non, pour l'impact, je peux dire que je me rappelle particulièrement en 2010, le président de la République, il avait organisé la conférence internationale sur l'investissement. Et il avait déclaré, à partir de l'année prochaine, le Cameroun sera transformé en un vaste chantier. Il avait dit, le Cameroun sera transformé en un vaste chantier. C'est en 2010. Donc, il ne suffit pas, n'est-ce pas, ce soir, de me citer 2 ou 3 villes ou 2 ou 3 arrondissements du Cameroun pour dire que tout le Cameroun s'est transformé en un vaste chantier. Parce que
vous avez des ponts qui se font dans Marois, vous avez la route de Garoua qui est coupée, vous avez le carrefour de Koti, où s'accumulent 100 000 personnes et il n'y a pas de mobilité. Donc, on a l'impression que ce Cameroun transformant va se chantier. Les travaux se sont déroulés sur une superficie très étriquée. Très étriquée. Et pourquoi? Parce qu'évidemment, il manquait un plan d'ensemble pour l'aménagement de la totalité du territoire. Il manquait peut-être des conseils régionaux. Maintenant qu'on a les conseils régionaux, je pense que la stratégie nationale de développement qui a été adoptée l'autre jour, elle sera mise à jour, n'est-ce pas, avec les plans de développement régionaux, de telle sorte que, n'est-ce pas, les populations au niveau local, chacun puisse exprimer quelles sont ses priorités. Parce que c'est ça qu'on veut d'abord savoir. On ne peut pas tout faire en même temps. Même si vous avez la monnaie nationale et que vous pouvez faire tourner la planche à billets à volonté, vous ne pouvez pas tout faire en même temps. À un moment donné, il manque la capacité d'absorption. Et puis, évidemment, il manque la capacité de remboursement de la dette. Parce que quand on dit aujourd'hui que la dette est soutenable, elle est soutenable parce que la dette est prioritaire. La dette extérieure du Cameroun est prioritaire parce que moi, j'ai fait les finances, excusez-moi de vous dire, dans le temps. On fait tout pour satisfaire les bailleurs de fonds. Et quand nous ne pouvons plus, on fait appel à la mère patrie. Et ça s'est vu, n'est-ce pas? Oui, ça s'est vu, n'est-ce pas, plusieurs fois dans les 3 dernières années. Même le programme triannuel du FMI qui vient d'expirer, le FMI a débloqué 666 millions de dollars et la France a donné exactement la moitié. Donc, ce qui veut dire que c'est un partenaire, n'est-ce pas, qui nous tient à bout le bras. Et si n'est-ce pas, Emmanuel Macron ne nous avait pas soutenu ces 2 ou 3 dernières années, c'est qu'il y a eu l'effondrement au niveau de la dette extérieure comme au niveau des paiements intérieurs. Ça, vous ne pouvez pas le nier. Et malheureusement, maintenant, en ce qui concerne la dette intérieure, n'est-ce pas, rien n'est fait. Et c'est ça, dans tous les rapports de JICAM, chaque fois que je vois le JICAM se réunir et s'adresser au gouvernement, le JICAM demande, mais on veut infrastructure de qualité, c'est-à-dire route et énergie, et on veut le paiement de la dette intérieure. Mais pourquoi on ne paye pas la dette intérieure? Le directeur général va répondre à cette question du paiement de la dette intérieure. Il y a eu des échéances l'année dernière qui ont été payées. Certainement, il y en a d'autres qui seront payées cette année. Il vous répondra tout à l'heure. Mais je voudrais qu'on revienne sur le sujet. Si vous me permettez. Vous allez répondre. Non, au-delà de la réponse, je voudrais qu'on essaye de recadrer les choses. Je voudrais justement... Quand j'écoute mon ami, M. Wandier, j'ai l'impression qu'il a pour postulat de base que rien ne marche. Tout est noir. Et je dis, lorsqu'on analyse... C'est son point de vue, monsieur le directeur général. Oui, bien sûr, mais lorsqu'on analyse les problématiques de la dette sans en utiliser les outils appropriés, la discussion est quelque peu biaisée. Alors, je voudrais maintenant que Babi Sakana, que nous parlons de cet endettement-là dans le sens de faut-il s'endetter pour tout, ou alors pourquoi faut-il s'endetter? Pour quel type de projet faut-il s'endetter dans un pays comme le Cameroun? C'est évident qu'on ne peut pas s'endetter pour consommer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'endetter pour les dépenses courantes, de fonctionnement courant. Parce qu'on doit s'endetter pour construire un stade, par exemple. Le directeur général a parlé du stade tout à l'heure. Maintenant, vous voyez, tout à l'heure, le DG a dit, effectivement, il y a quelques projets qui ont réussi. Il y a par exemple Lompanga, hein, l'ouvrage Lompanga a effectivement réussi, même en termes d'exécution par rapport au délai. Bien que depuis que la mise en service a eu lieu, vous voyez, le EDC, qui est la compagnie qui porte le projet, n'arrive pas à encaisser les recettes, c'est-à-dire du fait de la facturation à l'autre compagnie, qui est, je crois, c'est Neo. Vous voyez, ça, c'est des choses qui ne devraient pas être acceptables. C'est-à-dire qu'on ait investi, vous voyez, un ouvrage de rang international reconnu, que l'opérateur ne soit pas à même de facturer et d'être payé. Vous voyez, ça, c'est des choses qui ne doivent pas normalement être acceptées dans un environnement économique. Le projet a réussi, mais l'entreprise elle-même reste un peu dépendante du budget de l'État, alors qu'elle produit de l'argent. Donc ça, je voulais juste mentionner ça. Donc il y a des projets qui ont marché, vous voyez, mais globalement, parce qu'en prenant les choses dans la globalité, il y a des projets qui sont discutables.
c'est-à-dire du point de vue du coût d'opportunité. Le DG parle des stades. Les coûts des stades, avec aussi c'est-à-dire la contrainte aussi de rapidité d'exécution, hein, dans les délais, les coûts, parce qu'il y a des surcoûts qui découlent de cette faiblesse de capacité de mise en œuvre, qui font que vous partez d'un projet de 100, il se retrouve parfois 150, 175. Et là, je vous assure que si vous calculez le coût d'opportunité d'injecter cet argent-là alternativement, par exemple, dans un projet économique, c'est-à-dire productif, je suis sûr que l'impact sera supérieur. Et c'est pour ça que le choix des projets pour lesquels on doit s'endetter doit être rigoureux. Normalement, on s'endette sur les projets dont la rentabilité économique et financière est établie. Parce que ce projet-là doit permettre à l'État, vous voyez, d'assurer le service de la dette liée à ce projet. L'État peut encore s'endetter pour les dépenses sociales. Vous voyez, pour certains, les hôpitaux, certaines universités, les choses comme ça, en sachant qu'il y a un effet redistributif, vous voyez, de la dépense que l'État fait. C'est-à-dire qu'il résout des problèmes structurels en faisant ce type de dépenses. Donc là, c'est un problème aussi qui est à traiter dans le cadre de la politique de l'endettement. Le choix des projets pour lesquels il faut s'endetter et à quel moment. Alors justement, Monsieur le Secrétaire général, que fait le Comité national de la dette face à ce genre de situation? Le Comité national de la dette publique, qui est une instance collégiale, examine les dossiers de financement et tient compte de toute la liasse du dossier. Quand je dis toute la liasse, c'est-à-dire tout ce qui participe à une meilleure évaluation, une meilleure appréciation de ce dossier. Et l'on examine la rentabilité financière de chaque dossier au préalable, surtout lorsqu'il s'agit des emprunts non concessionnels. Et on marque un avis favorable au niveau du Comité national des dette publique lorsqu'on s'est assuré que la rentabilité financière est avérée, notamment en ce qui concerne les projets de prêt non concessionnels. Maintenant, je voudrais dire que au niveau du Comité national de la dette publique, nous partons d'un diagnostic posé en amont, sur la base duquel l'endettement est effectué. Le Comité national de la dette publique définit une stratégie d'endettement qui tient compte et de la nature des projets, mais aussi des coûts de l'emprunt, ainsi que les risques qui accompagnent cet emprunt. C'est des études qui sont faites au niveau des ministères et surtout au niveau du MINEPAD, parce qu'on ne peut pas, le MINEPAD ne peut pas délivrer un visa de maturité d'un projet si toutes ces conditions ne sont pas réunies. De l'extérieur, on n'est pas conscient du travail qui est fait au niveau de la boîte noire. Il y a des travaux d'examen d'un ensemble de critères qui sont effectués, des travaux au plan technique, au niveau de la rentabilité économique, au niveau de la rentabilité financière. À ce niveau, je peux vous dire que depuis quelques années, il y a peut-être eu des erreurs par le passé, mais depuis quelques années, il n'y a plus d'endettement qui ne passe sous le crible d'un examen approfondi du Comité national de la dette publique. On va reparler de cela tout à l'heure et nous allons particulièrement parler du refinancement de la dette, notamment en ce qui concerne les eurobonds. Mais nous marquons d'abord une pause pour revisiter les faits marquants de la semaine. C'est dans cette revue de presse que signe Franck Evina. Le Covid-Gate a encore fait les choux gras de la presse cette semaine. Alors que Mutation précisait qu'il y aura zéro tolérance, l'appel au respect de la présomption d'innocence lancé par le ministre de la Communication retentissait dans le détective. René-Emmanuel Sadi dénonce l'emballement médiatique et la vindicte populaire et demande aux uns et aux autres de faire confiance à la justice. Le porte-parole du gouvernement donne ainsi raison à l'essentiel qui a constaté qu'une certaine opinion condamne plus vite que le tribunal criminel spécial.
Le TCS, qui n'a encore prononcé aucune inculpation, précise le journal d'Antoine Wongo Ahanda. Sur le même sujet, Mutation relaie le plaidoyer de 20 femmes leaders qui auraient écrit au FMI et à l'ONU. À propos de la riposte nationale qui se poursuit, le journal Le Jour fait constater que les vaccins anti-Covid-19 ne font pas courir, alors que le stock de vaccins AstraZeneca arrive à expiration en septembre 2021. Un autre audit explosif à la une de Mutation du 2 juin 2021. L'opération concerne la gestion du domaine privé de l'État de 2016 à 2021. Sans détour, le journal de la rue de l'aéroport affirme que c'est un nouveau scandale d'État en cours de téléchargement. L'anecdote partage cet avis et indique que cette période de 2016 à 2021 aura été marquée par de multiples scandales fonciers ayant spolié l'État, mais aussi les communautés sur l'ensemble du territoire. La revue de presse était Sur la scène. Merci Franck Evina. Dans la suite de cette édition, nous allons parler des alternatives à l'endettement. Mais je voudrais, avant cela, qu'on s'arrête sur un sujet qui a également fait couler beaucoup d'encre et de salive ces derniers temps. C'est le sujet relatif aux eurobonds. Alors, M. Babi Sakana, quel est votre avis sur ce rachat de notre dette? Les opérations de refinancement sont des opérations techniques habituellement régulières, en fait, dans un marché qui est profond, un marché financier où l'État doit intervenir pour, disons, lisser sa courbe, vous voyez, des taux, que ce soit les rachats des titres, parce que l'État peut racheter des titres qu'il a émis pour réémettre un autre emprunt plus long. Ça c'est des opérations techniques, pour moi, qui sont plutôt ordinaires. Bon, ici, les emprunts, les zéros obligations, c'est-à-dire la dette internationale en devise, c'est la deuxième que le Cameroun va faire. Donc, l'effet de nouveauté peut-être fait que certains qui ne sont pas, en fait, qualifiés un peu dans ce domaine trouvent que c'est des choses exceptionnelles. Mais pour moi, ce n'est pas le plus important. Ce n'est pas le plus important, peut-être, Babi Sakana, mais on a envie de se poser la question de savoir, ou alors de vous poser la question de savoir, fallait-il s'endetter sur le marché international pour financer le plan de développement, le plan triennal de développement, dont on cherche encore aujourd'hui des effets, j'ai envie de dire, vraiment palpable. Voilà, donc vous revenez à la question de base. Vous voyez la question centrale. Les autres, la mise en œuvre, la levée de fonds, ce n'est pas ça qui est l'essentiel. L'essentiel, c'est à quoi est destiné les ressources qu'on lève, que ce soit au plan national ou international. C'est là que se trouve l'enjeu, parce qu'il y a un problème de planning. Vous voyez, il faut séquencer le timing des emprunts. Quand on emprunte, il faut que l'usage, donc ce sur quoi on va injecter l'argent, soit déjà mature. On a utilisé le terme de maturité, en fait, de préparation bancable. Vous voyez des projets dont la préparation est suffisamment avancée pour que dès qu'on emprunte, on utilise l'argent directement. Et de la même manière, les emprunts non décaissés, ça participe toujours de cet élément central qui est la capacité d'absorption, qui a plusieurs facteurs et qui se traite par rapport au système, c'est-à-dire gouvernemental de gestion. Hein. Ce n'est pas seulement au niveau d'un ministère, c'est que c'est un système gouvernemental qui doit prendre en compte le fait que les délais, c'est une ressource. C'est-à-dire le délai, c'est comme l'argent. Quand vous rétrécissez les délais, vous gagnez en épargne. Tout comme la qualité. Dès que vous ratez sur la qualité, vous allez perdre en impact. Ce sont ces paramètres-là qui sont pertinents, qu'il faut endogénéiser, c'est-à-dire prendre en compte dans tout le circuit, tu vois, la chaîne de traitement de ces opérations. Donc, quand on fait une opération de refinancement, c'est qu'il y a des délais par rapport au remboursement de l'emprunt initial qui sont calés.
Et ces délais-là font que si vous mesurez le rythme de vos ressources, vous pouvez constater qu'il va y avoir des gaps, c'est-à-dire des vides qui peuvent vous poser des problèmes. Et pour traiter ces vides-là, donc vous faites un autre emprunt, vous voyez, on vous rallonge en fait le délai pour que vous puissiez traiter ces... Ça permet également de desserrer les taux autour de la trésorerie. Voilà, et même de réduire le taux. C'est-à-dire que le taux de l'ancien emprunt était de 9,5. C'était un taux très élevé. Il était au bout de la courbe des taux. Donc, quand vous rachetez, vous pouvez réemprunter à un taux plus bas. Et techniquement, vous créez un peu la valeur, c'est-à-dire au niveau technique, hein, dont l'emprunt, le coût de l'emprunt baisse. Alors, en clair, c'est une bonne option que le gouvernement a prise. Maintenant, je suis en train de dire que l'enjeu pour les Camerounais et les différents acteurs, c'est de s'intéresser à comment on utilise de l'argent. C'est entendu. Et là, c'est là que se trouve la clé, quoi. De la même manière, madame, quand on dit qu'un projet a réussi, il faut faire très attention. Vous pouvez terminer un investissement et il échoue. Parce que la réussite s'apprécie sur l'exploitation, c'est-à-dire l'utilisation de l'ouvrage. C'est entendu, Pape Sakana. Monsieur Bernard Wandje, je voudrais vous entendre sur la question des eurobonds. Je rachète des eurobonds. Je suis désolé de vous le rappeler. En 2015, j'avais lutté contre cette initiative de recourir aux eurobonds. Pourquoi? Parce que c'était la mauvaise réponse au vrai problème qui s'était posé. Le vrai problème qui s'était posé, c'était la chute des cours du pétrole, qui ponctionnait 400 milliards de francs de recettes à l'État, et en même temps enlevait autant, n'est-ce pas, en recettes d'exportation. Et pour donc faire face à ces deux trous, le gouvernement a emprunté un eurobond. Donc c'est un emprunt conjoncturel. Et j'étais vraiment étonné. Non, ce n'est pas un emprunt, n'est-ce pas, pour construire quelque chose. Hein? J'étais vraiment étonné qu'on prenne un prêt à 9,75% auprès des banques commerciales. Monsieur Sakana ne partage pas votre avis? Le taux c'est 9,75%, il a dit lui-même, pour résoudre un problème conjoncturel dont la solution dépend d'un hypothétique retour à meilleure fortune. Parce que quand vous lisez bien les en-dessous, le gouvernement espérait que les prix du pétrole allaient remonter en 2016 ou 2017. Ouais. Et jusqu'aujourd'hui, en 2021, le prix du pétrole n'est même pas à $60. Donc c'était pour faire face à ce gap causé par la chute du prix du pétrole qu'on avait pris l'eurobond. Et j'avais combattu, n'est-ce pas, cette idée, parce que moi, je savais que, selon mes études à moi, que le prix du pétrole n'allait pas remonter avant plusieurs années. Maintenant que c'est établi que les prix du pétrole ne sont pas remontés, on se retrouve incapable de rembourser le rebond de 2015 et on veut le... Il y a quand même une augmentation, monsieur Bernard Wandje. Nous sommes aujourd'hui à $60, pas un peu plus. En octobre, ce sera à $47. Donc on n'en sait rien. Je pourrais vous accorder juste en une minute sur cette question. Je vous ai vu vraiment de la tête. Je pense qu'il se trompe. Non, sur l'usage de l'eurobond. C'était sur... Parce que je crois que le gouvernement, le président, avait lancé un plan le plan d'urgence triennal. Voilà, avec une série de projets qu'il fallait financer. Et je crois qu'il allait accuser plutôt la qualité de la préparation de ces projets. Parce que la plupart de ces projets, un bon nombre n'étaient pas matures, pour utiliser le terme. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas fait l'objet d'études préalables et qu'on n'avait pas apprécié de façon adéquate, vous voyez, les coûts et les modes opératoires. C'est ça l'affectation de l'emprunt, puisque c'était dans la documentation. Bon, et donc, le problème, au lieu de parler des coûts de pétrole et tout ça, il faut plutôt questionner ce plan, vous voyez, qui était initié de façon un peu bancale, hein, parce qu'il est sorti brutalement. On ne sait pas comment est-ce que ça s'était préparé. Même certains ministères étaient dépassés de... Voilà, vous voyez, dans ce type d'opération, parce qu'on parle aujourd'hui de la SND 30, il vaut mieux que l'État n'opère plus comme ça, en introduisant des plans,
c'est-à-dire voilà, spéciaux qui sortent comme ça, on ne sait pas d'où vraiment. Et donc, c'est ça le fond de la question, quoi. Monsieur le Directeur général? Oui, moi je pense que dans le domaine de la finance, les opérations liées au refinancement sont des opérations normales de gestion active de la dette. Et je pense que le Cameroun est un pays qui ne vit pas en autarcie. Le Cameroun ne vit pas de manière insulaire. Le Cameroun doit s'arrimer au rythme des événements qui interviennent dans l'économie mondialisée. Avec la financiarisation de l'économie, notre pays ne doit pas être en retard. Le Cameroun doit régulièrement aller dans les marchés. C'est ce qui fait la force de beaucoup de pays en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, ils vont lever des fonds à des taux tolérables. Alors, nous ne pouvons pas lever de fonds sur... Le Sénégal l'a fait, la Côte d'Ivoire l'a fait. Le Bénin aussi, parce qu'ils sont habitués, parce que le marché connaît ses clients habituels. Le Cameroun ne peut pas continuer de rester dans l'autarcie financière. Il faut diversifier ses sources de financement. Et ce que le Cameroun fait avec ce nouvel rebond consiste non seulement en un rachat normal, permettant de gérer le risque de refinancement pour les années 2023-2025, qui coïncideront avec le remboursement de l'ancien eurobond à raison... De 2015. Ou de 2015, à raison de 150 milliards chaque année. Par an. Oui. Deuxièmement, cette opération est salutaire. Salutaire dans la mesure où elle permettra, n'est-ce pas, de amoindrir les taux, mais aussi à étaler, à lisser, à prolonger les maturités, ce qui permettra au Cameroun de pouvoir garder sa dette globalement dans une trajectoire viable et surtout continuer à maintenir la qualité de sa signature aussi bien en interne que sur le plan du système financier international. Voilà les raisons qui ont amené le gouvernement à faire cette option-là. C'est une bonne option pour le Cameroun. Ça permet au Cameroun de s'arrimer aux habitudes financières modernes. Alors, messieurs, je voudrais qu'on passe à la dernière articulation de cette émission. C'est celle qui porte sur les alternatives à l'endettement. Et je voudrais sur ce point écouter en premier M. Bernard Wangier, qui ne fait pas office de consultant sur ce plateau, qui est simplement notre invité. Non. La précision vaut la peine parce que vous me l'avez dit hors antenne. Oui, mais vous ne m'avez pas laissé terminer mon propos sur les robots. Allez-y rapidement, s'il vous plaît, le temps commence à tenir la compte. Allez-y, allez-y. On vous écoute, monsieur. Bon, je termine d'abord le robot. Tout à fait, allez-y sur les Maintenant, robots. la nouvelle émission de robot, il faut que le taux soit inférieur à 5%. 9,75% n'est pas acceptable. Parce que le précédent nous a coûté 170 milliards de francs CFA à d'intérêt durant, n'est-ce pas, ces 5 années de vie. Donc il faut que le taux soit inférieur à 5%. La Côte d'Ivoire l'a réussi à emprunter 1 milliard de dollars à 5%. Et deuxièmement, il faut que la maturité soit de 2 ans, révisable tous les 2 ans. Il ne faut pas envisager, n'est-ce pas, de mettre une émission de rebond sur 10 ans, comme si c'est ça qui finance un plan de développement. Ce n'est pas adéquat. Il faut qu'il y ait une adéquation entre les projets et les sources de financement. Le rebond, c'est pour emprunter des devises. C'est une opération qui regarde la Banque centrale, c'est pour emprunter des devises, renforcer la base des réserves de la Banque centrale. Ce n'est pas pour construire des autoroutes ou des usines ou des palais de sport. Donc c'est une opération de trésorerie, une opération purement financière. Donc quand quelqu'un me dit que c'est le rebond qui va financer la stratégie nationale de développement, je dis faux tout de suite. Après ça, donc j'ai donc terminé mon propos sur le rebond. Par rapport aux solutions, par rapport à votre dernière question... Les alternatives à l'endettement, très rapidement, s'il vous plaît. Très rapidement, à mon avis, la dette extérieure, les partenaires s'en occupent. Ils ont leurs intérêts. Parce qu'ils savent comment nous faire rendre gorge sur le remboursement. Ils peuvent m'envoyer la marine de guerre, comme ça se faisait dans le temps. Vous savez pourquoi la France avait envahi l'Algérie? C'est parce que Napoléon, quand il partait combattre en Égypte, avait pris du blé pour nourrir ses soldats
et il n'a pas payé. 30 ans plus tard, n'est-ce pas, par un retournement de situation, la France, n'est-ce pas, a envahi l'Algérie, n'est-ce pas, pour cette cause. Donc, ils ont plusieurs façons de se faire rembourser. Donc, pour moi, la dette extérieure n'est même pas un problème. Ce qui me préoccupe, c'est, n'est-ce pas, j'ai saisi la présence du directeur général de la Caisse autonome, c'est de mettre maintenant en priorité le remboursement de la dette intérieure, à commencer par l'élimination des dettes croisées. C'est ce qu'il y a de plus facile à faire en finance, éliminer des dettes croisées. Vous avez des entreprises comme EDO, KPDC, qui, n'est-ce pas, qui se doivent les unes les autres, plus l'État, n'est-ce pas, et chacune est menacée, leurs sous-traitants ne sont pas payés, les infrastructures ne sont pas bien faites, parce qu'il y a des dettes croisées. Et c'est la chose la plus facile à faire en finance. Et après, dans les dettes croisées, s'attaquer au gros, n'est-ce pas, de la dette intérieure qui fait quand même 2 000 milliards selon la bonne source, pour laquelle, n'est-ce pas, des solutions également existent. Alors, Babi Sakana, je voudrais également vous entendre sur les alternatives à l'endettement. Certains observateurs parlent de partenariat public-privé, d'autres demandent d'actionner le levier monétaire. Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, il faut combiner plusieurs variables. L'élément central pour moi, qui permet, si vous voulez, de ne pas être sous pression à utiliser uniquement l'endettement, c'est le financement de projets. C'est project finance, c'est-à-dire ce sont des montages qui se font et qui sont adossés sur les projets. Et de mon point de vue, le PP, le partenariat public-privé, n'est que, en fait, un aspect de financement de projets. Et cette technique-là, c'est suffisamment développé pour les financements internationaux des pays en développement. Donc, et là, ça demande que l'État améliore son ingénierie financière, c'est-à-dire les montages des projets. Quand on met le project finance au cœur des montages, ça veut dire qu'à chaque fois, il faut se préoccuper de la bancabilité préalable des projets. Dès lors qu'un projet est bancable, on peut apprécier, vous voyez, son niveau de cash flow, donc son niveau de retour sur investissement. Et à partir de là, les montages peuvent devenir faciles. Et vous devez savoir quelque chose d'important, c'est que tous les projets qui sont bancables ne manquent pas de financement. C'est-à-dire qu'eux, ils ont plutôt des candidats au financement qui sont nombreux, parce que la préparation a été de qualité et on peut entrevoir, vous voyez, la prévisibilité de comment l'investissement va s'opérer. Donc, il faut mettre au cœur de la chaîne publique l'utilisation de financement par projet. Vous voyez, comme une ingénierie établie, hein, ce n'est pas une invention pour le Cameroun, mais ça demande que l'État accepte de faire usage de cet outil au lieu, vous voyez, de mettre en avant plutôt la dette directe, vous voyez, de l'État sur sa propre signature. Et il peut encore optimiser l'utilisation des avals, vous voyez, pour des projets qui sont rentables, dont des privés peuvent être porteurs, y compris les privés camerounais. Parce que, vous savez, les privés camerounais ont des contraintes d'accès au financement long, et parce que le système financier, évidemment, a des faiblesses. Et donc, dans le cadre de la nouvelle stratégie de l'État, je pense qu'il faut un peu reformater le système financier, vous voyez, le transformer dans le sens d'avoir plusieurs instruments qui offrent des financements de longue durée, quoi. C'est entendu, M. Babi Sakana. Alors, M. le directeur général de la CAA, pour finir, quelles sont, selon vous, les alternatives à l'endettement? Alors, je voudrais commencer par dire que je me méfie un peu du levier monétaire, parce que le levier monétaire est parfois source d'inflation. Or, nous sommes dans un pays qui a quand même une bonne maîtrise de son inflation, suivant la norme communautaire de 3%. Je penche pour ce qu'on peut appeler, grosso modo, des montages financiers complexes, à l'instar des PPP. C'est public-privé, mais je voudrais aussi insister sur notre capacité de mobilisation de recettes internes, notamment les recettes fiscales par un élargissement d'assiette, une redéfinition de notre politique fiscale pour avoir un rendement optimal des impôts et même la réduction d'un certain nombre
de cadeaux fiscaux qu'on retrouve dans notre système. Mais surtout, il est bon qu'il y ait un débat public, un débat citoyen, un débat républicain sur la notion de la dette pour que les Camerounais sachent à quoi ce que l'avenir nous réserve. Et surtout, dire ici que il est bon de prendre en considération les spécificités de l'analyse économique en mode projet et en mode ingénierie qui doit intégrer un certain type d'aléa. L'aléa, ça se mesure aussi dans l'analyse économique en mode ingénierie. Il y a des retournements subis de conjoncture, comme nous les vivons depuis un certain temps, la baisse des cours des matières premières de 2015, l'effet Covid qui vient, n'est-ce pas, bloquer ou biaiser des structures même des des structures économies. complètement, et que l'analyse de la dette puisse se faire suivant les outils appropriés. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, il y a un cadre de viabilité de la dette qu'il faut pouvoir analyser, et non que la dette soit analysée à l'aune des convictions politiques ou plutôt à l'aune de l'hostilité par rapport à un régime politique. Non, ça biaise le raisonnement. Nous devons analyser la question de la dette de manière républicaine, scientifique, républicaine et citoyenne. C'est entendu. Un autre arrêt dans cette édition de Scène de presse pour retrouver Daniel Menanga pour les unes du lundi. Bonsoir Daniel. Bonsoir Lucrèce, à vos invités, chers téléspectateurs, bonsoir. Alors, en kiosque, vous retrouverez ce lundi à la une de Cameroun Tribune, développement post-Covid-19 au chevet de l'Afrique face aux menaces qui pèsent sur la relance économique du continent en raison de l'actuelle crise sanitaire. Paul Biya, une trentaine de dirigeants d'Afrique, d'Europe et du Moyen-Orient sont montés au créneau pour appeler à une plus grande solidarité vis-à-vis du continent. Il s'agit bien évidemment du New Deal annoncé vendredi dernier. Intégration Afrique centrale, CEMAC. Le vertige guerrier franco-russe, l'après-débit, semble commencer en désastre pour Paris. C'est l'intégration qui le dit. Dans une logique de confrontation avec la France, Moscou crée un axe progressiste dans la sous-région de N'Djamena à Bangui. Le contexte actuel révèle un schéma binaire où chacun des protagonistes rêve de jouer toujours plus important. Mutation parle du domaine privé de l'État et dit comment taire les jongleries. Signé le 4 juin dernier, une circulaire du MINCAF, le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, visant à consolider et protéger les droits de l'État sur les terrains déclarés d'utilité publique, mais les directeurs des domaines, le directeur des affaires foncières et les délégués régionaux face à leurs responsabilités. Camer Presse, c'est une édition spéciale qui nous parle de la CAN est là. La mission mixte et inédite CAF FIFA, il y a plus d'une semaine, semble avoir positivement conclu le sort qui sera réservé au Cameroun pour l'organisation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Tour des infrastructures sportives, hôtelières et hospitalières visitées par la délégation des experts et le MINCEP, le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Professeur Narcisse Moelle-Kombi, Ladies News, entité onusienne. Au Cameroun, ONU Femmes publie le rapport d'activité 2020. Publié en 72 pages, le document renseigne aisément sur les usagers sur le déploiement sur le terrain de cette agence du système des Nations Unies au Cameroun. Au cours de l'année 2020, marquée notamment par la survenance de la pandémie du Covid-19, l'économie report, entreprises publiques, des orientations du FMI pour de meilleures performances. L'institution de Bretton Woods a rendu son rapport suite à la mission d'assistance technique qu'elle a effectuée au Cameroun du 15 au 26 février 2021. Éco Matin, secteur pétrolier, Sahel Petroleum, au bord de la faillite, industrie automobile, fermeture annoncée des agences Camille Motors de Garoua et Ngaoundéré, la voie du centre note entre le PAD, le port autonome de Douala, et la RTC, la régie à conteneurs, terminal à conteneurs, un bon avec des à la fin, vers l'avant, une dynamique de croissance. À lire aussi, pollution, 6 000 tonnes de déchets par an au Cameroun. The Guardian Post Daily World, in shock as TB Joshua sleeps,
in the Lord. Mysterious birth in June, shocking death in June, the untold story of the other side of TB Joshua tributes, galore in honor of iconic prophet. Et voilà, c'est sur cette note triste que s'achève cette revue des unes des journaux que vous retrouverez demain en kiosque Lucrèce. Merci Daniel Menanga. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition de Scène de Presse. Merci, Monsieur, d'être venu. La presse quitte la scène. Merci, bonsoir.